Aujourd'hui, on va avoir des insights d'un invité très spécial. Clyde. Je suis ingénieur logiciel D'accord. à Société Générale. Quels sont les éléments qui motivent votre choix d'entreprise? Le salaire, la culture de l'entreprise, donc l'environnement qui y règne, et enfin, c'est le projet. Ce qui m'a motivé, moi, c'est les jours de vacances. Ce qui est sûr, c'est que si tu me proposes d'aller travailler à Google pour la moitié de mon salaire, j'y vais pas. Et si tu me donnes le salaire que j'aurai à Google pour rester où je suis, bien sûr que je reste. Il y a un niveau d'argent qui achète ta morale. Moi, quel que soit, franchement, hein, le travail, ce n'est pas l'école, c'est pas la cour de récré. Quelle que soit la culture d'entreprise, si vous voulez, à midi, il y a la sieste, la salle de ping-pong et la PlayStation 5. Si le salaire ne suit pas à un certain moment et que le projet n'est pas bon, si même je ne peux pas continuer, même si vous êtes les collègues les plus sympas du monde. Je suis en entreprise. Tu vois un peu, on peut garder contact, il n'y a pas de souci. Je reste avec vous quelques mois, on garde contact, on va se rappeler au moment de faire le foot lorsque ce sera mon prochain travail. La question qui revient très souvent lors de la recherche d'emploi, c'est quels sont les éléments qui motivent votre choix d'entreprise? C'est le salaire. Il y a trois éléments qui reviennent très souvent. On va pas aller chercher partout, on va rester sur ces trois. Le salaire, la culture de l'entreprise, donc l'environnement qui y règne, et enfin, c'est le projet. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur ces trois points? Je suis d'accord. Donc, il veut qu'ici sur le plateau, on fasse un classement de ces trois. Qu'est-ce qui vient en premier, en deuxième et en troisième? Ce qui m'a motivé, moi, c'est les jours de vacances. Ça rentre dans quoi? Ça rentre dans les... Tu as combien de jours de vacances? Ça rentre dans les... J'ai combien de jours de vacances? Voilà, j'ai des 5 semaines de congés payés que tout le monde a. Et j'ai 1 mois, 4 semaines de RTT. 1 mois, 4 semaines. Non. 4 semaines. Tu travailles plus là. Oui, j'ai 5 semaines de vacances et 4 semaines de RTT. Donc, ça fait 9 semaines en tout, de vacances chaque année. Ouais, ça fait 9. 9 quoi? 9 semaines, non? Mais ça, un jour, 9 semaines, c'est 9 fois 5. Ouais, 9 fois 5. 45. 45 jours de vacances. Du coup, ton classement, ça commence par... Télétravail non compris en plus, donc tu vois. Au classement, projet. Non, quels sont les éléments? Il y a le projet. Projet, culture d'entreprise et salaire. Donc, comment est-ce que tu te sens dans l'entreprise? Est-ce que tu te sens bien avec tes collègues, avec la politique de l'entreprise et tout? Déjà, ça dépend. Là, tu me poses la question, moi, en tant que salarié de ma boîte, ou bien moi, lorsque je cherche le travail. Choisis. Lorsque je cherche le travail, la dernière chose, c'est la culture d'entreprise. Ça, je m'en fous complètement. Je cherche un travail. Je veux entrer dans une entreprise qui m'offre un bon salaire. Donc, qui me sécurise mon titre de séjour, passeport, talent. C'est très important d'abord. Donc, je veux mon bon salaire. Je veux ensuite un bon projet. Après, ça dépend. Il y a des gens avec qui tu fais des entretiens, ils te promettent monde et merveilles. Et après, derrière, il n'y a rien du tout. Il y a des gens avec qui tu fais des entretiens, ils ne te disent rien de bon, et tu arrives, le projet est incroyable. Mais bon, tu veux un bon projet, et à la fin, tu espères bien t'entendre avec tes collègues. Tu t'entends pas bien avec tes collègues, c'est pas grave. De toutes les façons, tes collègues ne sont pas censés être tes amis. Mais ça, c'est mon point de vue. Voilà. Que je partage. Je te prends au mot. Est-ce que tu es à l'aise dans ton entreprise actuelle? Oui, très à l'aise. Est-ce que si ce n'avait pas été le cas, ton salaire et ton projet auraient suffi pour que tu y restes? Complètement. D'accord. Oui. Non, il a dit oui, on reste. Complètement, pourquoi? Vas-y. Ok, vas-y. Moi, classement. Bien sûr que tu vas regarder l'argent en premier. Moi, en tout cas, moi, je vais regarder l'argent en premier. Ce qui est sûr, c'est que si tu me proposes d'aller travailler à Google pour la moitié de mon salaire, j'y vais pas. Mais si tu me donnes le salaire que j'aurai à Google pour rester où je suis, bien sûr que je reste.
Peut-être le salaire n'est pas, on va dire, ce n'est pas C'est aussi par niveau. important, mais C'est pas ce qu'il est. il y a un niveau d'argent qui Et- achète Il y a un ta niveau, morale. il y a un niveau, effectivement. Je comprends très Donc, bien. si on te propose ce niveau d'argent, un projet, machin, je sais pas d'abord. D'abord, c'est la première chose. Ensuite, tu vas regarder, ni le projet, tu veux pas venir au travail, ne pas être à l'aise et tout. Donc, C'est le ça. projet, il est important. Tu veux être stimulé par ton travail. C'est important. Et la troisième chose, bon, quand il a dit culture d'entreprise, oui, je pense que c'est vraiment important aussi d'avoir une entreprise qui ne va pas te pousser au burn-out pour parce qu'ils veulent faire des bénéfices, quoi. Tu dois avoir un cadre où bon, tu travailles avec un bon rythme, mais pas au point d'atteindre le burn-out. Faut pas les managers toxiques, faut pas ci, faut pas ça et tout. Donc oui, c'est bien. Ah, j'en sais quelque chose, mais bon. D'accord. Moi, en ce qui me concerne, je partage un peu vous avez en ce sens où c'est d'abord le salaire, après le projet, enfin la culture, l'entreprise. Donc ça, c'est intrinsèquement. Mais après, la réalité du terrain, je pense qu'elle est totalement autre. Et vous me contredirez peut-être, mais je pense que c'est la réalité que vous vivez, c'est que la culture d'entreprise prend le dessus. Tu es peut-être entré dans une entreprise en étant satisfait de ton salaire, mais tes prétentions salariales, elles évoluent avec le temps. Est-ce que tu es sûr que 5 ans, 10 ans après, si l'entreprise ne te donne pas forcément ce que tu veux, et que tu y es à l'aise, je sais pas, vous avez peut-être une salle de ping-pong, tu t'entends très bien avec tes collègues, tes projets que tu fais sont, conviennent parfaitement à ce que tu as envie de faire. Est-ce qu'à ce moment, le salaire qu'on te donne, tu vas avoir un œil aussi important sur lui que tu avais lorsque tu es entré dans l'entreprise? Ça, je ne pense pas. Non, je ne pense pas parce que tu as bien évoqué le projet qu'il te donne. Moi, quel que soit, franchement, hein, le travail, ce n'est pas l'école, ce n'est pas la cour de récré. Quelle que soit la culture d'entreprise, si vous voulez, à midi, il y a la sieste, la salle de ping-pong et la PlayStation 5. Si le salaire ne te suit pas à un certain moment et que le projet n'est pas bon, si, même, je ne peux pas continuer, même si vous êtes les collègues les plus sympas du monde. Je suis en entreprise. Tu vois un peu, on peut garder contact, il n'y a pas de souci. Je reste avec vous quelques mois, on garde contact, on va se rappeler au moment de faire le foot, lorsque je serai mon prochain travail. Pas de souci. C'est ça. Il faut forcément que le salaire suive, surtout dans ce monde, mec, c'est capitaliste. Il faut, mais, moi, c'est ce que j'appelle. Maintenant, si tu mets dans l'équation le projet, comme tu l'as évoqué, là, c'est un peu différent. J'enlève Parce le que ça projet fait de deux l'équation. Moi, je suis réaliste parce que moi, j'appelle le salariat, enfin, je suis salarié, hein. Mais moi, je qualifie tout ça de dictature du salariat. Parce que c'est pas forcément, le système dans lequel on est n'est pas forcément celui qui nous plaît le plus. Moi, je le vois comme un piège. C'est pas forcément parce que tu penses que le salarié, c'est le salaire qui est ton leitmotiv que ça le sera dans la réalité. Tu peux te retrouver piégé. Et ça arrive très souvent. Les personnes qui ne sont pas contentes de leur travail, qui râlent, on va dire les termes, qui râlent tous les jours, mais qui sont toujours là. Pourquoi est-ce qu'ils sont là? Parce qu'ils ont été piégés par X ou Y ou Z de choses. Donc ça arrive très souvent. Et c'est la réalité du terrain. Je comprends, mais moi, une fois que j'ai le combo salaire-projet, si tu me donnes mes 3 jours de télétravail, je suis capable de supporter vos têtes pendant 2 jours et je me ressource pendant 3 jours. Si tu augmentes l'argent, tu peux m'enlever le télétravail. Après, Parce que pour moi, le plus important, c'est pas forcément le salaire. Salaire et projet. Être bien payé à faire quelque chose qui compte. C'est ça le plus important. Si après, l'environnement, je ne sais pas comment il est, c'est chiant. Bon, ça dépend. Si en dehors du travail, tu n'as pas de vie personnelle et que ton travail, c'est tout ce que tu fais et que l'environnement du travail est toxique, effectivement, tu ne vas nulle part. Tu vas burn out. À ça, moi, je dirais qu'il faut avoir un projet professionnel clair. Donc, peu importe ce qui peut te titiller en cours de chemin, il faut avoir un projet professionnel clair dans ta tête et tu sauras lorsque tu t'en dédies, quoi. Et puis Mais après, ça, oui, quand on a dit le salaire, ça dépend des seuils. Donc, peut-être la différence, le déclic pour toi, pour quelqu'un se fera à 2 000 € annuel de différence. Et pour quelqu'un d'autre, ça sera à 5 000 €. Il te dira, à partir de 5 000 € de différence, c'est là que j'ai besoin. Je m'en fous du comportement de mes collègues. Si tu me donnes 20 000 € de plus, hey, je m'en fous de tout, en fait. Tu vois un peu. je m'en fous du comportement de mes collègues. On va y revenir. Je pense qu'il y a un bon, on va en parler. Mais je propose qu'on sorte de cette partie, recrutement là. Je pense qu'on a discuté de pas mal d'éléments. J'espère que ça sera utile pour tous ceux qui nous regardent. Là, tu as parlé tout à l'heure de domaine. Tu nous as dit au départ que tu étais ingénieur logiciel. Et je suppose qu'il y a plein de personnes qui nous écoutent, qui
sont dans ce domaine et qui aspirent à y travailler plus tard. Donc, qui souhaitent avoir les rouages, les codes de ce système, l'actualité, comment ça se passe, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Bref, comment est-ce qu'il faut évoluer sereinement dans ce domaine-là. Donc, est-ce que tu te sens de nous dire quelques mots, si tu peux t'étaler peut-être sur ton domaine, ingénieur logiciel, parce que on parle quand même de logiciel, donc c'est un domaine en vogue aujourd'hui, on en parle beaucoup. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire dessus qui peut être utile à ceux qui nous regardent? Utile? Oui, utile genre, surtout, c'est pas la propagande. Là, présentement, je crois que Définir avant, je sais pas. définir quoi? Avant ce que c'est, peut-être. Vous savez, ingénieur logiciel, ça veut dire tout et rien à la fois. Ah. Parce que, dans ingénieur logiciel, on peut ranger tout, hein. Du moment où tu fais des logiciels, on va dire, tu fais des sites web, tu es un ingénieur logiciel. Tu fais des applications mobiles, tu es un ingénieur logiciel. Tu fais des applications back-office, tu es un ingénieur logiciel. Et maintenant, quand tu vas rentrer, il y a des gens qui vont travailler sur l'aspect visuel, ce que tu vois. Il y en a qui vont travailler sur l'aspect Backup. derrière la back. Toi, je Et connais. à côté, et en fait, à côté de tout ça, il y a quelques autres métiers. On va citer les DevOps, on va citer les SysOps. Il y a beaucoup de trucs qui se tournent autour, sécurité et autres. Mais presque, enfin, on met toujours sur tous ces genres de labels informaticien. Je pense que c'est informaticien plus populaire que ingénieur logiciel. Ingénieur logiciel, c'est un peu plus restreint, mais vraiment quand l'avantage de l'informatique, c'est que si tu travailles, parce qu'il faut que tu travailles, tu peux facilement quitter, bon, facilement aussi c'est relatif, d'un domaine à un autre, parce qu'ils sont entremêlés en quelque sorte. Et oui, tu as demandé si j'avais des conseils à donner. Je suis ingénieur logiciel ou informaticien. Je travaille dans quelle branche spécifiquement pour avoir le plus de chances d'être le mieux payé quand je suis salarié? Abandonne. ChatGPT est venu pour vous rappeler. Bon, non, bon. Plus sérieusement, qu'est-ce que je dirais? Fais ce qui te plaît. Parce que si tu te retrouves... Bon, après, ça dépend. Hein. Moi, c'est pas seulement fais ce qui te plaît. Fais ce qui te plaît. Fais au moins ce qui te plaît. Cherche ce qui va te donner l'argent, mais fais au moins ce qui te plaît. Parce qu'il y a des métiers dans l'informatique qui sont pas forcément cool. Ouais, pour moi, par exemple, si tu me dis que je suis un prompt engineer, je sais pas si vous connaissez Oui, c'est ceux qui s'assurent d'avoir le prompt exact, avoir les pour bons que mots. l'intelligence artificielle réponde. Moi, Pour je suis donner pas les bons là commandes à pour... ChatGPT. Pour moi, ça me passionnerait pas. C'est un travail un peu bourrin, je dirais, vu comme ça à distance. C'est vrai que ça demande beaucoup de compréhension et beaucoup d'utilisation de l'expérience du logiciel, mais pour moi c'est pas un vrai boulot du style oui tu es un grand scientifique, tu as fait tes preuves, ce genre de trucs là. Non, moi j'aime et j'aurais bien aimé être de ceux-là qui créent les choses dont les autres se servent. Par exemple, Linux, tu vois Linux là, par exemple, tout le monde utilise les caméras qui tournent là maintenant. C'est sur Linux, sous Linux. Et tout un tas de choses. Vraiment, j'aurais aimé être de ceux-là qui sont au plus bas niveau pour faire ces choses, mais force est de constater que malgré le fait qu'ils soient rares, du moins en France, bon, il faut pas exactement ça, mais quand je regarde les salaires de développeurs, les salaires moyens de développeurs C++, c'est pas aussi gros que certains salaires de développeurs Python, par exemple. Alors que développer en C++, c'est un casse-tête. C'est comme, je sais pas si, mais je vais raconter, c'est une petite blague que le créateur de C++ donne, il dit que C++ c'est meilleur, c'est plus facile de développer avec C++ qu'avec C, mais si tu te trompes, c'est comme si tu te tirais une balle dans le pied. Parce que vraiment, tu peux faire exploser Ariane 5 comme ça en faisant une erreur de pointeur qui n'est pas à sa place et autres.
Mais bon, heureusement, on travaille beaucoup en collaboration. Du coup, on revoit le code et tout. Les erreurs. Donc, toi, tu es développeur quoi, du coup? J'arrive, non? Il y a des développeurs qui font vraiment les couches basses de ce que les gens utilisent. Il y en a qui font, qui sont à une couche un peu plus haute, mais qui font aussi des logiciels qui sont utilisés par les autres. Par exemple, tu prends, dans notre domaine, on appelle ça des frameworks. Parce que tu ne prends pas directement le langage pour te mettre à créer quelque chose. Tu prends pas Java, tu prends pas C++ pour te mettre à créer directement quelque chose. Si tu veux, par exemple, faire un site web avec JavaScript, tu vas utiliser React, Angular et autres. Si tu veux faire du back-end avec Java, tu vas utiliser Spring, ou avec C#, tu vas utiliser la .NET, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a ces gens-là donc qui travaillent, et la majorité, pas la majorité, une grande partie travaille de façon bénévole sur ces logiciels. Ça aussi, c'est quelque chose que j'aurais aimé faire, mais je ne le fais pas malheureusement. Et maintenant, il y a les autres qui ils servent à rien, je vais dire comme ça en quelque sorte. Les nous qui oui, ils utilisent les briques qui ont déjà été empilées pour construire. Donc il y a quelqu'un qui va chercher le sable, il y a quelqu'un qui traite le sable, donc on va chercher l'eau, il te traite l'eau et tous les matériaux, on mélange, on fait les briques. Toi tu fais ça. Mais attends, ça c'est encore une question morale que j'ai. Entre celui qui fait tous les matériaux et celui qui prend ces matériaux-là et apporte la valeur concrète au client final, qui rapporte plus de valeur en fin de compte? Tu me peux pas dire qu'il y en a un qui ne sert à rien quand il y en a un qui prend vraiment tous les briques de base pour rapporter un produit fini, utilisable et utile dans la vie quotidienne de tout un chacun. Quand je dis qu'il ne sert à rien, c'est plus, je dis ça comment? Tu regardes le monde, tu regardes l'univers et son immensité. Tu es là, un petit point sur la Terre. Et la Terre n'est même pas un petit point dans l'univers. Pour te sentir exister, pour te sentir important, parce que tout le monde veut se sentir exister. Tu veux pas mourir de dépression parce que tu ne vaux rien. Pour te sentir exister, tu as besoin de travailler sur quelque chose que tu trouves grand. Quelque chose que tu trouves important. Peu importe que ce soit grand et important pour les autres ou pas. Et généralement, il y a des choses qui sont grands et importants pour la majorité des gens. C'est la valeur réelle, la valeur perçue. Et donc, forcément, si par exemple, tu fais partie des ingénieurs qui développent la Red Bull de Max Verstappen qui fait tous les records, forcément, tu te sens plus heureux, plus fier que celui qui travaille sur le moteur de la voiture lambda de l'homme lambda, quoi. Ouais, tu fabriques une machine de guerre. Et donc, c'est, pour moi, personne n'est inutile, mais attends, j'ai une nuance. Il y a celui qui fabrique, il y a celui qui peut être tout aussi fier de fabriquer le moteur le plus performant que celui qui peut être fier d'avoir amené un moteur électrique à sa grand-mère au village. C'est-à-dire avoir démocratisé la technologie au gars lambda. C'est deux trucs complètement différents, mais c'est deux fiertés qui peuvent, ça s'équivaut, tu vois. Ouais, ça s'équivaut, mais je l'ai précisé, quand j'ai dit, la fierté en fonction de, il a précisé fierté, PSU, valeur réelle. Valeur réelle. Oui, là, il n'y a pas mot à dire. Mais ce qui est sûr, c'est que tu voudrais avoir le rôle de celui qui apporte cette plus-value-là. Ça te rajoute quelque chose, ça. Ouais, clairement. Quand tu es égocentrique, égoïste, un peu comme tous les hommes. Comme tout le monde. Forcément, quand tu es celui qui apporte ça, tu te sens pousser des ailes, quoi. Et tout le monde voudrait se sentir pousser des ailes et voler, mais malheureusement, il y en a qui, comme moi, font les... Mais tel que tu les décris finalement, moi je te dirais que le plus important pour toi au travail, ce n'est pas le salaire, mais le projet. Non, écoute, quand il dit, bon, quand je rabaisse peut-être ce que je fais, mais c'est ce que je fais n'est pas petit. Il y a beaucoup de gens qui peut-être ne pourraient pas le faire, mais c'est juste que j'aspire à bien trop grand.
Je rêve, on va dire, je rêve et j'aspire à bien trop grand. Et c'est peut-être ça qui fait que je regarde avec dédain peut-être. Bon, pas dédain, c'est trop fort, non? Avec mépris. Un sentiment mépris ou c'est pas mépris, mais un sentiment d'insuffisance. Insatisfaction, ouais. légère. Avec ce que je fais. Et surtout, ça, c'est aussi le problème du travail de lundi à vendredi, tous les jours de l'année. Ça devient un peu routinier. Donc, je me suis trompé en disant que tu es le plus grand des salariés, alors. Ah, tu t'es trompé. Mais c'est très pertinent, en fait, c'est très philosophique en plus. Non, mais en fait, en vrai, mon travail, je l'aime. Pour le truc, c'est bien, le cadre, les missions et tout. Mais j'aimerais, tu vois, un peu comme j'aimerais que quand tu prends ton téléphone, tu navigues là, tu vas sur Google, tu utilises une appli complexe sans te rendre compte à quel point elle est complexe. À ma tête, je me dis, c'est moi qui ai fait ça et il travaille. Il utilise ça comme ça. Même si je ne te le dis pas, je serais fier, j'aurais une certaine fierté, quoi. C'est pour ça que je dis, ceux qui utilisent finalement on va dire le framework, la partie finale, le produit presque fini pour faire ce qui est beau, ce qui est utilisé. Ils sont utiles, ils font de très bons trucs parce que tu ne te rends pas compte à quel point c'est difficile de faire, on va prendre même quoi. Une application qui ne bug pas, disons, faire une application qui bug très peu. Ou c'est pas facile, il faut penser à beaucoup de choses, beaucoup de tests, c'est beaucoup d'équipes qui travaillent dessus. Et malgré le fait qu'ils fassent des petits trucs qui sont importants, mais tout le monde aspire vraiment à ce qui est plus haut et moi encore plus. C'est pour ça que je disais que c'est petit. Mais si on revient sur le conseil que je donnerais, enfin, le chemin à suivre, c'est de choisir ce qui déjà ne va pas te démoraliser, mais quand tu rentres là, rien ne va te démoraliser, c'est tout bien, c'est tout beau. Mais avec le temps, rends-toi compte que si tu ne fais pas quelque chose, je sais pas comment je vais dire ça, mais disons si tu n'es pas un problem solver, si vraiment chaque jour au quotidien tu n'as pas de nouveaux problèmes à résoudre, tu vas t'ennuyer. Si tu n'es pas un ingénieur, quoi. En fin de compte. Ingénieur, c'est juste un mot. Un ingénieur dans le sens puriste du terme. Aujourd'hui, ça vaut plus rien. C'est quoi un ingénieur? Exactement, parce que, ouais, c'est ça. Ingénieur vient forcément d'ingénieur. Donc, ingénieur, c'est quelqu'un qui résout des problèmes. C'est très intéressant ce que Clyde dit. Je suis très admiratif parce qu'aujourd'hui, malheureusement, les gens perçoivent leur valeur dans le regard des autres. Et on voit que toi, tu n'es pas forcément dans cette logique-là et que tu cherches à créer ta propre valeur, te poser la question de savoir qu'est-ce que je veux réellement et comment est-ce que je fais pour l'atteindre. Et j'invite nos spectateurs, ceux qui nous regardent, à faire de même parce que je pense que c'est ce qu'il faut faire. Hein. Je te prends comme exemple, même si je vois que tu n'aimes pas. D'accord. Très, très, très intéressant. Et justement, pour rester, là, j'ai envie de savoir, parce que là, tu as quand même déjà abordé la question, mais j'ai envie de savoir quels sont les défis quotidiens que tu rencontres dans le cadre de ton travail. Pas forcément sur le plan technique. Je pense que là, on a passé un bon quart d'heure à parler de l'aspect technique, mais sur les plans autres que techniques, donc, dans ton environnement de travail, quels sont les défis que tu rencontres au quotidien et qui te marquent? Côté communication, peut-être avec tes collègues, côté gestion de tes projets. Intégration dans ta vie professionnelle. En général, intégration, vraiment. Avec mes collègues, ça se passe super bien. Tout le monde est super cool, super gentil. Il y a des blagues, il y a des fous rires, c'est bien, c'est parfait. Enfin, parfait, rien n'est parfait, mais c'est bien, très bien. Ensuite, côté projet, ça c'est une réalité que tu comprends très vite quand tu commences à travailler. Tous les jours ne seront pas tu seras pas appelé à aimer ce que tu fais de la même façon tous les jours. Au départ, tout ce que tu vas faire, vu que tu le découvres, ça va être passionnant, tu vas vouloir en faire et en faire et en faire. Mais avec le temps, ça devient, comme je dis, un peu routinier. Et forcément, tu auras envie de changer. Mais malgré ça, il y a quand même des fois, des jours où des problèmes singuliers arrivent et où tu as besoin vraiment d'utiliser ta matière grise pour les résoudre. Et là, et ça te fait beaucoup plaisir. Donc, en gros, je te coupe. Je sais que tu vas continuer, mais c'est en gros la dictature du salarié. C'est-à-dire que j'aime la conclusion. Dans un sac de 100 serpents, tu as une anguille qui te met au confort. C'est-à-dire sur 100 jours où tu n'es peut-être pas à l'aise, il suffit d'une seule journée où tu as des défis
mais vraiment qui te monte l'adrénaline à l'extrême et ça te donne la force pour supporter 99 autres jours. Bon, on dit que c'est la nature du travail, c'est un peu facile parce que, à écouter Claire, on comprend bien qu'il travaille dans ce qui le passionne, ou bien on n'en est pas loin. Parce qu'il y a l'argent. On n'est pas loin de ce qui te passionne quand même. Si je cherchais vraiment ce qui me passionnait, je veux dire, j'aime ce que je fais. Ouais, tu aimes ce Mais que si tu c'était fais. par passion, ce serait pas, bon, ce n'était pas mon premier choix. Ok. Pas du Bon, je vais revenir sur la question. Clyde aime ce qu'il fait. Et même, je pense que ce qu'il tenait à rappeler, c'est que même si tu aimes ce qu'il fait, c'est pas parce que tu aimes ce qu'il fait globalement que tous les jours du lundi à vendredi, tu te sens forcément heureux ou bien tu éprouves forcément de plaisir maximal à faire ton travail au quotidien. Il y aura forcément des jours chiants, même dans ton travail passion, il y aura forcément des jours chiants, des jours moins bien, des jours routiniers, mais de temps en temps, tu auras ce stimuli qui revient. Et je pense que c'est même ça qui fait la différence entre le travail que tu aimes et le travail que tu n'aimes pas, parce que les gens qui font ce qu'ils n'ont pas choisi, le stimuli qui arrive, je sais pas, une fois par semaine ou bien une fois tous les 2 semaines, chez les autres, ils ne l'ont jamais. Pendant 2, 3 ans de travail, ils n'ont jamais ce stimuli-là, tu vois. Et je revenais dessus parce que même si tu empruntes une autre voie, freelance, autant entrepreneur, manager, chef de projet, même si c'est le projet auquel tu tiens le plus, il y aura forcément des aspects chiants que tu devras surmonter au quotidien. Mais le plus important, c'est comme Clyde a dit, c'est avoir la vue de perspective, la vue de dessus. Se dire, je travaille vraiment sur quelque chose qui compte et qui va changer le quotidien d'au moins une personne ou bien du monde entier si tu es le plus ambitieux. Et Ouais. si je peux rajouter, même si tu travailles sur quelque chose qui ne va pas changer, enfin, tu es salarié, ça ne t'empêche pas de prendre dessus ton temps pour travailler sur vraiment quelque chose qui va changer quelque chose. Parce que avant, si je reprends mon cas, il y a 6, 8 mois, je passais mon temps à voir des films, des séries et tout, mais j'ai arrêté ça. J'ai supprimé les réseaux et tout pour travailler sur d'autres projets dont je t'en ai parlé. Ah, ouais. Mais je vais pas les évoquer pour l'instant, mais pour travailler sur d'autres projets que je crois me permettront de me faire un peu plus d'oseille. Parce qu'il s'agirait de ne pas perdre des priorités. C'est pas vraiment pour l'oseille, mais c'est vraiment pour changer. C'est pas pour l'oseille que je me suis lancé dans ce truc parce que peut-être j'aurais pas d'oseille avec ça, mais je crois que j'avais besoin vraiment de changer ma façon de faire. Du coup, j'ai arrêté, je me suis mis à beaucoup lire, beaucoup rechercher et ce genre de truc c'est peut-être du développement personnel, mais pas vraiment à la façon fancy, moderne qu'on l'a. Enfin, En tout cas, pas le développement personnel, cliché et populaire des réseaux sociaux qu'on voit. exact. Ouais. Ouais. Donc là, ce que tu veux nous dire, c'est que tu as des side business. Non, tu connais mon truc. J'ai pas de side business, mais je travaille sur quelque chose et j'espère que ce sera un banger. En tout cas, tu nous en reparleras. Si tu ne le qualifies pas de side business, tu le qualifies de quoi? Side business en construction, peut-être. Je vais dire que c'est un passe-temps. On va dire c'est plus qu'un passe-temps parce que vraiment je passe tout mon temps à le faire, mais c'est pas quelque chose qui du jour au lendemain. Moi, je veux pas l'appeler business parce que business, quand tu fais du business, c'est pour gagner de l'argent. Mais pour l'instant, je gagne rien et je sais pas si je vais gagner. Je crois que je vais gagner énormément. J'espère que je vais gagner plus que ce que je peux imaginer. Mais honnêtement, je ne vois pas, je me vois pas manger les fruits de ce travail d'ici 1, 2, 3 ans, peut-être d'ici 10 ans, qui sait. J'espère. D'accord, c'est très intéressant parce qu'on a justement dans le cadre de cette thématique un autre thème qui arrive très bientôt sur le side business. Exactement. Donc restez scotché. Est-ce qu'il faut en avoir un? Si on en a un, comment est-ce qu'il faut le gérer? Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Autant de questions à se poser. Donc restez scotché, abonnez-vous et likez les vidéos. J'ai envie de savoir, Clyde, quelle est ta personnalité professionnelle? Est-ce que tu es quelqu'un qui a des convictions au quotidien dans ton travail? Est-ce que tu es un béni oui qui applique juste ce qu'on lui dit sans broncher? Est-ce que tu es quelqu'un qui est rigoureux avec tes collègues? C'est-à-dire, je fais ça et rien d'autre.
quelle est ta personnalité professionnelle au quotidien? Comment est-ce que tu te définirais? En quelques mots. Je suis normal, je passe un peu dans tous ces trucs-là. Je ne suis pas... Un caméléon. Enfin, non, pas... Ouais, tout le monde est caméléon. La pression de la société ne te laisse pas le choix. Rares sont ceux qui ne changent pas de couleur pour s'adapter aux couleurs de la société. Et oui, bon, forcément, on va dire, avec les collègues, forcément, tu vis la vie en société comme elle doit être, comme le cadre de l'entreprise le veut. Ensuite, pour les projets, bien sûr, il faut être force de proposition. Au départ, peut-être c'était un peu difficile, mais là, maintenant, c'est beaucoup plus facile pour moi. Je suis beaucoup mieux installé, je suis à l'aise, je fais des propositions et tout. Et des fois, quand on propose un truc qui va pas, tu dis poliment non, mais poliment bien sûr. Enfin, tu dis pas non, tu dis est-ce que c'est pas possible plutôt de faire ça. Donc ouais, il y a un peu de tout. Je dirais que je suis un employé lambda quoi, d'un point de vue comportement. Très très intéressant. Un employé lambda. Est-ce que tu penses que tous tes collègues sont force de proposition? Quand je dis force de proposition, ça veut pas dire que je propose chaque jour. Non, quand j'ai une idée, je la propose. Et je crois que tout le monde le fait. J'ai vu dans mon entourage beaucoup de gens proposer des idées. Et donc oui, je dirais que quand quelqu'un a une idée, il la propose. Et ouais, tous mes collègues en quelque sorte seraient... Est-ce que tu sais défendre tes idées? Est-ce que ça t'arrive de défendre souvent tes idées, tes propositions? Après, parce que c'est ça, avoir une personnalité. Je n'ai pas eu, comment dire, pas de blocage, j'ai pas eu une situation pareille pour pouvoir dire est-ce que je sais ou pas, mais moi je sais que je suis, on va dire ça comme un peu arrogant, mais mon arrogance elle est cachée au fin fond de moi. Tu es têtu. Têtu aussi, mais tout, enfin j'ai tellement de mauvais trucs, mais c'est caché au fin fond de moi. Si tu les fais sortir, tu vas forcément les voir, quoi. Et, donc, ouais, en entreprise, c'est rare, ça peut pas sortir. Même en famille, entre amis, ça sort presque jamais, quoi. C'est, très, très rarement que des mauvaises choses peuvent sortir. Mais, ça existe, quoi. Et je switch sur Yvon pour ressusciter ce qu'il a dit tout à l'heure. Ton collègue, c'est pas ton ami. Je pense qu'on revient dans ce sens. Qu'est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que tu l'as dit tout à l'heure rapidement, là. Pourquoi tu dis que ton collègue, c'est pas ton ami? Parce que ça rentre aussi dans le cadre de la personnalité professionnelle. Comment est-ce qu'on se comporte avec ses collègues? Ah non, après, ça dépend de comment tu vas interpréter le truc. Je ne dis pas ton collègue, c'est pas ton ami dans le sens où tu vas avoir une relation froide, forcément formelle avec ton collègue et rester sur le qui-vive et être prêt à défendre toutes tes idées et à faire attention à tous ces mots et tout ce qu'il dit. Je dis juste dans le sens où c'est vraiment pas ton ami, pour le coup, tu vois. Tu le connais pas en dehors du cadre professionnel, en dehors du cadre de l'entreprise. Et il faut pas s'y perdre. Il ne faut pas arriver au travail et tu commences à faire, ah oui, hier, le manager, il m'a fait ça, je l'aime pas. Pourquoi tu vas dire ça à ton collègue? Il faut pas s'y perdre, tu vois. C'est pas ton confident. On se confie à ses amis, on se confie à ses personnes proches. Tu ne te confies pas à ton collègue, tu vois. C'est juste dans ce sens-là. Et après, s'il y a un conflit, il faut pas se dire que oui, si j'ai une idée là, mon collègue va me défendre parce que on a eu une belle pause déjeuner hier après-midi. Sur le cadre professionnel, si vous avez un conflit d'idées, ça reste un conflit d'idées. C'est professionnel, c'est normal. Et après, ça n'exclut pas qu'au travail, vous puissiez vous faire des amis. Mais l'amitié, des bonnes relations, ouais. Mais quitter de la camaraderie, du collègue au camarade et du camarade à l'ami, la différence, c'est le temps. Voilà. J'ai été d'accord avec ça tout à l'heure et je suis encore plus d'accord avec, je valide, hein, ton collègue c'est pas ton ami. De prime abord, vous pouvez développer plusieurs relations, mais de base, ton collègue c'est pas ton ami parce que les gens se perdent souvent. Ton collègue c'est juste une personne, un collaborateur qui t'accompagne dans la recherche, dans la quête, la réussite de tes objectifs personnels. Après, c'est très important, notamment sur le plan des émotions. Et c'est ce que tu as relevé. Il faut avoir de l'intelligence émotionnelle. On ne dit pas tout à ses collègues. On ne se plaint pas de tout à ses collègues. On ne réagit pas,
de façon incontrôlée, notamment sur les plans peut-être de l'agacement ou de la colère. Exactement. Tu ne dois pas te mettre en colère, je pense, au travail, même s'il y a des situations qui énervent, parce qu'il faut rester pragmatique sur ta situation. On s'énerve contre des gens, j'ai envie de dire, qui nous tiennent, qu'on tient à cœur et vers qui on a des obligations, enfin des sentiments. Exactement. Donc, les situations que tu vis au quotidien au travail, tu dois les interpréter de façon froide et pragmatique. Ce collègue a eu tel comportement, telle réaction, telle façon d'écrire un mail, telle façon de parler au téléphone. J'analyse. Intelligence émotionnelle. Comment est-ce que je me comporte face à ça? Il faut avoir du tact, il faut avoir de la diplomatie, il faut user de la politique lorsqu'on est en entreprise et mettre tous les sentiments de côté. Et le meilleur des moyens de mettre ce sentiment-là de côté, c'est de dire que ton collègue, c'est pas ton ami. Et dès que tu l'as fait, c'est plus facile d'évoluer ensemble et de faire ce pourquoi vous êtes là. ouais, c'est ça. De travailler. Tu n'as pas d'attente, parce que, en fait, le problème plus profond que les gens ont et pourquoi les gens confondent ça ici, surtout ici en Occident, c'est qu'on vit dans une société où les relations sociales sont très peu intenses ou bien sont quasiment inexistantes, tu vois. Et du coup, et aussi, quand tu es salarié ici, c'est du métro boulot dodo. Donc, les seules personnes que tu vois au quotidien, ce sont tes collègues et c'est quasiment les seules relations que tu noues. Surtout quand tu es sorti du milieu scolaire, quand tu n'es plus à l'école, tu n'es plus à l'université. Si tu n'étais pas noué de relations à cette époque-là, tu te retrouves là isolé en Occident où tu ne connais pas, nous en Afrique, on connaît nos voisins, tu connais pas ton voisin, tu ne connais pas le boutiquier du coin, tu ne connais personne, tu n'as pas de contact que tu as gardé, les intérêts ont divergé. Donc, c'est très facile de se dire, bon, finalement, la personne avec qui je m'entends, c'est peut-être mon collègue. Mais tu oublies que vous êtes au travail et que lui, il a sa vie en dehors de ça. Donc, tu te retrouves à confondre les émotions alors que ce n'est pas nécessaire. Et puis, non, après, c'est le système, c'est l'Occident, ça peut arriver. Et la dérive de ça, c'est que les gens ont souvent des attentes. Quand on a parlé d'épanouissement au travail, on a des attentes d'épanouissement envers le travail qui n'ont pas lieu d'être. Ton travail, c'est ton travail. C'est pas ton travail de combler tes manques émotionnels ou bien tes besoins sociaux. C'est ton travail. Tu peux te sentir épanoui, tu peux avoir comme tu as des collègues sympas qui, eux, te permettent de combler un certain vide social si tu en as un. Mais c'est pas à tes collègues de faire ce travail. Il faut avoir une vie en dehors de son travail. Surtout si c'est la vie du salarié que tu as choisi. Fais quelque chose d'autre à côté. C'est pas forcément un projet. Donc voilà. Je valide. Mais on peut pas quand même sortir sans dire que c'est quand même confortable d'avoir un collègue avec qui on s'entend. Ah, ça, très clairement. Ça, voilà. Est-ce que tu as un truc à dire rapidement sur la question ou on peut... Pas du tout. Donc, on arrive presque au terme, mais on va sortir avec une dernière question qui justement est la réponse au titre de la vidéo. Donc, quels sont d'après toi, Clyde, notre grand invité du jour, les secrets pour réussir au travail en tant que salarié? Éclaircir la question. Cite-nous les secrets. Enfin, tu es salarié depuis quelques années aujourd'hui, j'ai envie de dire. Dans ton processus d'évolution, qu'est-ce que tu as certainement dû t'adapter avec le temps. Qu'est-ce que tu as jugé, quels sont les éléments que tu as jugés comme étant des points focaux sur lesquels tu peux t'appesantir pour évoluer plus efficacement et plus rapidement? Bon, moi je dirais déjà il faudrait te construire un réseau dans ton entreprise parce que faut pas croire que c'est un miracle, tu vas rester là, tu vas être le plus fort. Tu peux être le plus fort, mais si tu ne présentes pas tes qualités, tu ne présentes pas la personne que tu es aux personnes qui peuvent te faire évoluer, tu as moins de chances d'évoluer. Là, on parle du principe que réussir en tant que salarié, c'est atteindre les plus hauts postes managériaux de manager. Pas forcément. Moi, j'ai envie de dire que chacun définit sa réussite. Mais tout processus, je pense que, la réussite, le processus c'est le même, peu importe quel est le niveau, j'ai envie de dire. Donc, laissons le soin à chacun de définir quelle est sa réussite et donnons-leur juste ce qu'on pense être des éléments utiles. Mais ce qui est sûr, c'est que la réussite pour tout le monde, ça va se rejoindre au moins sur quelques points. Ça, c'est sûr. Monter en poste, ça signifie avoir plus d'argent. Tu peux rester en bas et avoir ton plus d'argent et ça te va. Donc,
Si tu montres disons, à tes managers que oui, je suis une bonne personne, je travaille bien, je ne fais pas trop de vagues, et que eux, ils sont heureux de travailler avec toi et qu'ils peuvent te faire, lorsqu'ils vont te monter en argent ou en poste, bah, c'est gagnant-gagnant pour toi. Donc, du coup, premièrement, normalement, c'est une règle que tout le monde devrait appliquer. Se nouer de bonnes relations. Vous avez dit, il faut pas ton collègue, c'est pas ton ami, c'est vrai, mais ton collègue, c'est, comme tu as aussi dit, c'est la seule personne que tu vois 5 jours sur 7, surtout si tu vis seul. Donc, forcément, tu as intérêt à nouer de bonnes relations avec ton collègue. Et un autre truc qu'on pourrait rajouter, la performance. Ouais, il faut performer, c'est sûr. Pourquoi? Non, il faut performer, c'est sûr. Ouais. Mais ne pas confondre travailler pour performer et travailler au point d'être en burn-out. Parce que quand tu seras en burn-out, on va te jeter, quoi. Travaille, performe, mais ne meurs pas parce que tu travailles pour performer. Ne te rentre pas, tu travailles la nuit. Alors que tu t'es déjà levé à 6 heures. Tu as fait 1 heure dans les transports. Ou 2. C'était fort 2 heures. Tu as travaillé 18 heures. Tu rentres, tu n'as pas fini, et j'ai pas fini, tu ouvres l'ordinateur, tu te dis, non. Réveille-toi bon, ne fais pas exactement ça, mais réduis peut-être, tes heures de travail, mais tu augmentes ton efficacité sur le peu de temps sur lequel tu travailles. Ouais, comme j'aime souvent dire, dans un métier classique, sur 35 heures, si tu travailles 15 heures, tu as fini ta semaine. Efficacement. Efficacement, c'est important. 15 heures. 15 heures. Moi, je suis persuadé. Ça dépend des semaines. Il y a des semaines plus chargées que d'autres. Il y a des métiers où tu as plus de responsabilités que d'autres. Mais je pense que si tu es en bas de l'échelle de l'entreprise, on vient de te recruter, tu n'as pas de responsabilité, tu n'as pas de projet forcément à ton nom. Ta charge de travail se termine en 15 heures de travail focus. La moitié. Moins de la moitié. Si tu es un ingénieur, si tu es un travail manuel, tu ne peux pas réduire ton temps. Mais si tu es un ingénieur, ouais, tu peux très bien. Mais c'est très grave ce que vous me dites là. C'est la réalité. Tout le monde le saura. Tout le monde te le dira. Et la pratique que je retrouve le plus dans le milieu du salariat, c'est que lorsque tu arrives à mercredi, tu te rends compte que tu as été très, très efficace lundi et mardi, tu baisses le rythme. Sinon, vendredi, tu n'auras plus rien à faire. J'exagère. Non, c'est vrai. C'est très vrai. Non, en fait, tu peux adapter, bon, je sais pas comment vous travaillez, mais nous, on travaille avec des tâches qui sont revues au jour le jour, quoi. Tu travailles sur des tâches d'1 jour, 2 jours, 3 jours, 5 jours. Donc, tu peux pas dire, bon, je fais tout lundi et le reste du temps, je ne fais rien. Non, tu peux pas. Mais, sur les 2 jours que tu as pour faire tes tâches, tu peux prendre, disons, 30 minutes où tu réfléchis à cette tâche, tu planifies ce que tu vas faire. Après, tu vas t'amuser, tu fais du ping-pong, tu fais ce que tu veux faire, tu reviens. 1 heure, tu fais une première implémentation. Tu t'arrêtes, tu écoutes un peu de musique. 1 autre heure, tu fais une deuxième implémentation. Tu rentres chez toi, très tôt, tu dors, tu arrives le lendemain un peu plus tard. Tu prends ton café, cela va de soi. Bien sûr, le café est très important. Tu réfléchis, tu regardes. Bah ouais, tu prends ton café, tu fais tes réunions et tout. Et 1 autre heure, ça te suffit à faire, à finir ce truc. Bon, au final, c'est la tâche qui a été chiffrée pour 1 jour ou 1 jour et demi. Tu as travaillé, si on mesure le temps effectif de travail. Ouais, effectif, pendant lequel tu as travaillé, ça peut se faire en 2, 3 heures. Mais pourquoi est-ce que c'est estimé 1 jour et demi? Parce que si tu crois que tu peux sur les 7, 8 heures que tu passes au boulot, bloquer exactement 3 heures ou 4 heures pour travailler, c'est très difficile. Je pense qu'on va faire une émission sur la productivité ici. Parce que moi qui me projette employeur plus tard, ce qu'on me dit là, c'est scandaleux. Après, ça dépasse, c'est pas scandaleux. Et aussi, ça dépend aussi des boîtes, parce que moi, j'ai fait une start-up en stage, et là-bas, t'avais même pas le temps de prendre un café. Le café, c'était quoi, 5 minutes. Et tu devais te remettre au travail, tu travailles. Maintenant, tu peux pas faire ça toute ta vie. Ouais, moi, j'ai fait une start-up, pareil, en stage.
Et le chef de la boîte était sur mes côtes. Il passe derrière toi comme ça pour suivre ton avancement 2 fois par jour. Donc vraiment, tu ne peux pas faire semblant non plus. Mais l'avantage, c'est qu'une fois que tu as fait ça, c'est formateur. La chaîne de Je valeur, sais. elle est réduite dans les startups, donc Exactement. on contrôle plus facilement. C'est tout à fait normal. Donc, Messieurs, voilà. franchement, très, très intéressant. Moi, j'ai appris beaucoup. J'espère que vous aussi, j'espère que nos spectateurs aussi. Mais c'est pas encore terminé. Il y a encore quelques minutes. Dernière rubrique pour sortir du podcast, c'est le point éco. Donc, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, le point éco, c'est un point, d'actualité économique majeure en Afrique. Donc, c'est un round-up comme ça qu'on vous propose à chaque fin d'émission. Très intéressant au cours duquel on sélectionne quelques faits d'actualité majeure qu'on vous présente et sur lequel on donne nos avis rapidement. Donc, c'est très, très intéressant et très édifiant surtout. Donc, restez pour écouter ça. Point éco. Donc, point éco. EcoBank repasse au-dessus des 2 milliards de dollars de revenus en 2023. La Banque africaine voit sa stratégie de diversification géographique et sectorielle porter ses fruits. Plus que jamais, le groupe, basé à Lomé au Bénin, est la référence financière sur le continent. En effet, pour la première fois depuis 2015, le groupe bancaire affiche un revenu net supérieur à 2 milliards de dollars. 2 milliards. Une richesse relativement bien répartie entre les pays africains, à savoir 30% pour la zone UEMOA, 26% pour l'Afrique de l'Ouest anglophone, 30% pour l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Est et 11% pour le Nigeria. Pour rappel, la société panafricaine fut fondée en 1985 par le Togolais Gervais Kofi Njondo et le Nigérian Adeyemi Lawson. EcoBank est présente aujourd'hui dans divers secteurs d'activité, à savoir le marché de change, le marché des matières premières, le marché des obligations et le marché de prêts. Restons sur le marché de prêts. Justement, dans ce domaine, on note quelques manques, quelques carences sur l'origine et la nature des prêts. En effet, sur les prêts sont issus principalement de la banque d'investissement et ceux-là prennent le pas sur les prêts aux particuliers et aux entrepreneurs. Le ratio est d'environ 75-25. Cependant, la banque a annoncé travailler sur cet aspect en 2024, notamment en accélérant la croissance des activités vers les entreprises et vers les particuliers. Pour sortir du point éco, l'un des grands chantiers de EcoBank pour 2024, c'est le développement et la modernisation des services digitaux, avec notamment un investissement dans les nouvelles technologies. Donc voilà pour ce qui est du point éco. Pour résumer rapidement, EcoBank, donc une banque africaine, a connu une croissance très importante et très majeure en 2023, donc 2 milliards de chiffre d'affaires. On note également une couverture de cette banque sur tout, voire sur la majorité des régions du continent africain. On note quand même un petit bémol, c'est que les prêts sont plus dirigés vers les banques, vers les investissements colossaux que vers les particuliers et les entrepreneurs. Et enfin, on note que la banque présente des velléités pour améliorer son offre digitale envers les souscripteurs. Donc, qu'est-ce que vous évoque ce point économique-là? Je commence par toi, peut-être, Clay. J'ai pas grand chose à dire. C'est bien, tu vois, les banques, elles font du fric, quoi. Mais je sais pas si on peut dire que cette croissance qu'elle a, ça représente la même croissance pour les pays où elle est implantée. Je suis pas sûr, en fait. Faudrait faire une comparaison et voir si la croissance est juste au niveau de la banque ou c'est le pays dans l'ensemble qui croît. T'as pas une croissance de combien de pourcents? Croissance on est passé à 2 milliards, ça représente une croissance d'environ 20%. 20%, c'est... Par rapport à 2015. Donc 20%, les banques font, c'est quand même... depuis le Covid, ils font beaucoup d'argent. Hein. Elles font beaucoup d'argent. Mais là, c'est plus dans le sens, je pense pas que ce soit un texte dans le sens de mettre en avant le chiffre. 2 milliards, c'est certes bien, mais il y a des banques qui font plus déjà sur le continent et bien ailleurs. Mais c'est de marquer l'évolution du chiffre d'affaires de cette banque-là et de mettre aussi l'emphase, je pense, sur son emprise sur la majorité des territoires africains. Donc, ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est toujours, c'est bien, c'est toujours bien de voir qu'il y ait des entreprises qui qui peuvent servir, quoi, parce que quand tu vas, par exemple, rentrer en Afrique pour montrer tes projets, peut-être tu vas aller les voir pour faire le prêt pour accompagner ton projet. Et c'est toujours bien de se dire, je vais utiliser une banque locale
c'est pas si toi c'est ça qui te dirigerait. Moi, ce serait les coûts, forcément. Mais peut-être toi, tu serais plus branché aller vers une banque locale pour faire ton prêt, pour accompagner ton projet. Mais pour moi, ouais, c'est bien parce qu'ils sont africains et ça veut dire que peut-être les Africains sont capables d'autre chose que ne pas gagner de l'argent. Et deuxièmement, ça te donne, comme j'ai dit, la possibilité d'utiliser cette banque qui est locale, quoi, de consommer local, même si c'est pas vraiment local pour tout le monde, quoi. D'accord. Et bon, qu'est-ce que ça t'inspire? Très, très intéressant, ton avis. J'en pense que déjà, tu as dit 25% de... 25%, 20%, il a dit, de bénéfices par rapport à 2015. Non, 25% de prêts accordés aux 25% accordé particuliers. aux particuliers, 75% pour les banques d'investissement. Pour les banques d'investissement. Ouais. Moi, 25% aux particuliers, moi, je trouve déjà ça pas mal. Parce que je sais que le taux de bancarisation de nos pays est très faible. Et de l'expérience que j'ai, des retours que j'ai, ça ne devrait pas s'améliorer parce qu'on a je sais pas comment ça s'appelle déjà, les banques numériques, là, les Orange Money. Les banques en ligne. Ah non, non, les banques en ligne. C'est quoi? Les banques téléphone. C'est même pas des C'est- banques. C'est comment ça s'appelle? C'est du racket, mon frère. Comment ça s'appelle? Porte-monnaie électronique. Voilà, justement, on a la démocratisation des porte-monnaies électroniques qui, justement, auprès des particuliers, surtout dans nos pays, fait grandement concurrence aux banques qui ne sont pas suffisamment implantées dans nos pays. Donc, je dirais que voir une telle croissance pour les banques, ça me surprend et je sais pas si je trouve que c'est porteur d'espoir, si vu que c'est panafricain et que j'espère qu'ils paient les impôts dans nos pays respectifs. Bien sûr, c'est les banques africaines, donc forcément, Donc- ils doivent payer les impôts en Donc, Afrique. oui, c'est porteur d'espoir. Et malgré aussi, on n'a pas que juste l'aspect économique et d'implémentation des banques qui nous empêche de prendre des crédits, mais aussi la culture. On sait que le crédit dans notre pays, c'est très mal vu, c'est péjoratif. Nos parents se sont toujours vantés d'avoir construit leur maison à la sueur de leur front et avec leur propre argent et leur cash en fonds propres. Donc, voilà. Donc, ouais, ça peut peut-être marquer la croissance d'un tel système peut marquer peut-être un changement d'idéologie, de mentalité. Donc, on ne sait pas. Bon. Sûrement. C'est une grosse question. Hein. Donc, c'est une grosse question. Donc, ouais, c'est ce que ça m'inspire et forcément, c'est positif. Bon, là, tu parles un peu de redéfinition de l'identité bancaire et peut-être même souveraineté économique. Moi, je vois ça sur trois plans différents, notamment la souveraineté économique. Là, ça veut dire que les Africains prennent de plus en plus le contrôle de leur économie. Il faut contrôler ton économie, notamment au travers de tes banques, pour être souverain, parce que on le disait dans le podcast précédent, peut-être le podcast d'avant, on observe actuellement un retour, les banques européennes se retirent et retournent dans leur précaré européen. Donc là, moi, je vois une aubaine, une opportunité pour les banques africaines de regagner des parts de marché et de s'atteler, de travailler pour redéfinir quel est le système économique qu'ils souhaiteraient avoir pour le continent. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est sur cet aspect de prêt-là. On parle de 75% pour les banques d'investissement et 25% vers les particuliers et les entrepreneurs. Déjà, les banques d'investissement, il faut préciser que c'est des banques qui proposent des services à des entreprises matures, des entreprises d'échelle, donc des gros services. Et dans ces conditions-là, que deviennent les particuliers, que deviennent les PME, que deviennent les petits entrepreneurs? Il semble très souvent. Et si on va appliquer le Pareto, on se rend compte que les 75% seront forcément destinés à seulement 25% du tissu économique. Donc ça, c'est pas assez. Mais moi, je ne jette pas le blâme sur les banques. Moi, je pense que c'est profondément systémique. Parce que les prêts bancaires, donc une banque a premièrement vocation à faire du profit. Donc le prêt bancaire est indexé à certaines garanties, certaines assurances qui ne sont pas malheureusement présentes sur le territoire. Tu as des problèmes d'adressage, tu ne peux pas précisément donner l'adresse du souscripteur. Tu as plein d'autres problèmes, tu as des problèmes de confiance même. Et pire encore, plus de 85% de nos populations travaillent dans l'informel. Donc, tu as le problème de l'informel, les salaires qui ne sont pas réguliers, qui varient chaque mois, des salaires qui font beaucoup d'arriérés. Donc, c'est très compliqué d'avoir les garanties. Tu as même la garantie concrète même, parce que un prêt, c'est garanti. Très souvent, c'est garanti par les États ou même par des privés qui rachètent ces garanties-là. Donc, on a ces problèmes-là en Afrique. Donc, moi, je dirais que c'est systémique et qu'il faut profondément changer le système pour améliorer l'offre bancaire. Troisièmement, c'est sur le plan
l'offre digitale qu'on a dit que les banques doivent développer. Ouais, ils ont dit qu'ils investissent dans les nouvelles technologies. C'est un peu ce qu'ils disent tout ça chaque année. C'est pour ça que je n'ai pas rebondi dessus. Les banques doivent améliorer et personnaliser leur offre en fonction des réalités du continent. Tout ce qui est banque en ligne, tout ce qui est application mobile même, ils doivent avoir un truc plus personnalisé. Ça, on le sait, c'est un fait. Mais moi, j'ai envie de plus insister sur la bancarisation et après quelque chose de, j'ai envie de dire très spécifique, très niche, mais les transactions internationales. La bancarisation, aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, j'ai envie de dire que les banques doivent exploiter ce phénomène pour prendre tous les jeunes dans la vague de la bancarisation, parce que tous nos aînés, tous nos oncles, nos parents et tout, je pense qu'on les a perdus. On peut en sauver un par-ci par-là, mais c'est pas eux qui constitueront le gros du tissu économique d'aujourd'hui. Et les banques doivent s'atteler à récupérer, ramasser la jeunesse aujourd'hui pour les forcer à avoir un compte bancaire pour justement améliorer la proposition économique que les États peuvent faire. Maintenant, sur le plan des transactions internationales, c'est un calvaire. Les Africains peuvent vous dire, ils ont du mal. Comment tu veux améliorer ton économie si tu ne peux faire qu'une économie cantonnée? Tu ne peux pas faire des échanges internationaux. Tu ne peux pas vendre, même si ce n'est que un cajou de tomates à un client qui est au Ghana, si toi tu es en Côte d'Ivoire, sans le voir physiquement, sans que l'argent ne passe dans différentes mains. C'est très compliqué de proposer, d'améliorer ses capacités de transaction économique si on n'a pas de système bancaire fiable. Donc, je pense que les banques doivent vraiment travailler dessus, même pour ceux qui font des transactions avec l'étranger. Je peux citer également les créateurs de contenu qui font du contenu, qui font des performances très gratifiantes, mais qui les voient tomber à l'eau parce qu'ils n'ont pas justement cette relation avec la banque là. Donc c'est un gros point que je pense que les banques doivent s'atteler à améliorer. Je sais pas si ça vous parle. Ouais, bon, dans les transactions internationales, je vois et je ne vois pas en même temps ce que tu veux dire. Tu veux dire que la banque doit, Justement, après avoir converti tous nos jeunes qui sont sur les réseaux sociaux, après les avoir convaincus à ouvrir un compte bancaire au lieu de s'inscrire sur les sites de paris sportifs, par exemple, il devrait quoi, donner des moyens de facilité d'échange. oui, je ne corrèle pas la différents- bancarisation et les échanges internationaux. Hmm. Donc, se bancariser, c'est une chose. Maintenant, améliorer les échanges internationaux, c'est autre chose. Par exemple, ici, en zone Schengen, tu peux faire un virement instantané en Belgique, en Allemagne, sans problème. Mais est-ce que même en Afrique, même au sein de l'Afrique, tu peux avoir des virements instantanés? Je ne pense pas. Toute une question. Donc ça, c'est très compliqué pour peut-être entre particuliers, ça se ressent moins, mais même entre entreprises, ils ont ce problème-là, où tu as des délais de 2-3 jours pour faire des transactions financières et on sait quelle est la valeur du temps lorsqu'on est en industrie. Donc, ça compte aussi, ça a amélioré, je pense. Non, je pense qu'elles y travaillent donc. Conclusion, il y a tellement de problèmes à résoudre, donc de profits à se faire. Et ce n'est que le début de la croissance de nos banques comme Ecobank. Certains voient le verre à moitié plein, d'autres voient à moitié vide. Donc voilà pour ce qui est du point éco. Donc la vraie fin du podcast. On va dire un grand merci à notre invité du jour pour sa participation. Et ses avis philosophiques. Ses avis philosophiques très pertinents pour les échanges. J'espère qu'ils profiteront à tout le monde. Et on va vous souhaiter bon dimanche. Bon dimanche les amis. Et si vous êtes resté jusqu'ici, c'est que vous avez aimé, donc abonnez-vous. Abonnez-vous et surtout likez le petit pouce bleu là. Allez, au revoir. Ciao.